bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Bruno, je vais vous présenter les résultats issus de ma thèse. Donc, c'est un petit peu dense, mais on va y arriver. Donc, le but de ma thèse, c'était de proposer une approche psychosociale de la gestion du risque VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, donc les HSH, dans un essai de prévention biomédicale communautaire, l'essai ANRS Hypergay. Donc, avant de commencer, un bref rappel de la situation épidémiologique du VIH en France. Donc, il y a encore 150 000 personnes qui vivent actuellement avec le VIH en France et on estime environ à 6 000 le nombre de nouvelles infections par année. La prévalence du VIH chez les HSH est largement supérieure à la population générale. On estime une prévalence à 17% dans cette population contre 0,38% en population générale. Et en 2017-2018, 45% des découvertes de séropositivité concernaient les HSH. Donc les HSH ont toujours été très liés avec la lutte contre le VIH, à la fois en tant qu'acteurs mobilisés depuis son apparition et aussi comme population clé cible des principales interventions, car aujourd'hui en France, c'est encore la première population à risque d'infection. Les stratégies de prévention du VIH ont évolué au cours du temps. Dans un premier temps, c'était essentiellement basé sur une prévention dite comportementale, avec une réduction du nombre de partenaires, l'abstinence et l'utilisation du préservatif. Comme ces mesures-là n'ont pas suffi à faire reculer suffisamment l'épidémie VIH dans les populations clés, y compris chez les HSH, l'ONU-SIDA prône depuis plusieurs années une prévention dite combinée, c'est-à-dire une stratégie qui vise à obtenir une influence maximale sur la prévention du VIH en associant des stratégies à la fois structurelles, biomédicales et comportementales. Et à l'échelle individuelle, on va plutôt parler de prévention diversifiée parce que chaque personne ne va pas forcément combiner plusieurs moyens de prévention, mais par contre la diversification au niveau populationnel est nécessaire pour arriver à impacter efficacement l'épidémie, pour que chaque personne puisse trouver au moins un moyen de prévention qui soit adapté à sa vie sexuelle, à ses pratiques et à sa qualité de vie. Donc la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, donc c'est le dernier moyen de prévention qui a été ajouté au package de prévention combinée. C'est un médicament sous forme de pilule, donc antirétroviral, une bithérapie, qui permet d'éviter l'infection par le VIH. Donc c'est un outil de prévention à destination des personnes séronégatives, même si c'est des ARV. Donc il existe deux schémas d'utilisation de la PrEP, soit de façon continue, c'est-à-dire un comprimé par jour à heure fixe, quelle que soit l'exposition au risque, ou bien à la demande, c'est-à-dire basé sur l'activité sexuelle. Et à ce moment-là, on prend des comprimés avant et après un rapport sexuel. Donc entre 24 heures et 2 heures avant un rapport à risque, 2 comprimés, un troisième 24 heures après la première prise et un dernier 48 heures après. Si on enchaîne plusieurs rapports sexuels à risque, il faut continuer de prendre une pilule par jour jusqu'à 48 heures après le dernier rapport. Donc l'objectif de la PrEP, c'est de cibler les groupes et les individus les plus exposés à l'infection par le VIH avant qu'il y ait une prise de risque. Il y a 3 principaux essais qui ont montré l'efficacité de la PrEP chez les HSH, donc l'essai IPREX, l'essai PROUD et l'essai Hypergay. Dans ces essais, on a vu que l'adhésion, donc est-ce que les gens respectent bien le traitement, le prennent correctement et est-ce qu'ils ont des attitudes positives envers ce dernier, est un facteur primordial pour garantir son efficacité. Par exemple, dans IPREX, on voit que 42% de réduction de l'incidence, mais il y avait aussi une très mauvaise observance dans l'essai et qu'on voit que dans PROUD et Hypergay, où il y avait une bonne adhésion, une bonne observance, les résultats sont bien meilleurs. Donc en psychologie, la question de la prédiction des comportements à risque, et notamment du risque VIH, a été très étudiée. Très rapidement, les travaux ont montré qu'avoir une connaissance des modes de transmission du VIH et de l'efficacité du préservatif n'était pas suffisant pour empêcher la mise en place de comportements sexuels à risque. Premièrement, parce qu'il existe une diversité de points de vue relatifs à un risque donné. Pas tout le monde a la même perception des risques et l'évalue de la même façon. Donc les comportements qui en découlent ne sont pas forcément identiques. Du coup, le rapport perception du risque comportement a été étudié dans plusieurs courants de la psychologie. Les premiers qui ont étudié ça avaient une approche dite cognitiviste de la prédiction des comportements et du risque, c'est-à-dire des modèles de prédiction des comportements basés sur une rationalité des comportements humains, où on pensait qu'informer les gens suffisait à prédire leur comportement. Donc très rapidement, cette approche s'est rendue compte de ses propres limites, en se rendant compte que le système analytique de l'expert, qui repose entre guillemets sur des données dites objectives et sur des probabilités, n'était pas le système expérientiel des individus, qui lui est sensible à leur contexte de vie, à leurs émotions, aux normes sociales. Donc ils voyaient bien qu'ils n'arrivaient pas à prédire les comportements à risque avec cette approche.
Donc il y a une approche plutôt socio-cognitive qui a pris la suite de ce courant, où on a ajouté des variables sociales et contextuelles dans les modèles de prédiction des comportements. Malgré cet apport, les limites de prédiction des comportements dans ce modèle sont quand même très réduites, y compris dans le champ du VIH. C'est pourquoi, en parallèle de ces approches, s'est développée une approche psychosociale du risque, afin de répondre aux enjeux autour de la conceptualisation du social. Parce que dans les modèles socio-cognitivistes, on a intégré des variables sociales, mais on entendait le social uniquement comme des déterminants sociaux. Les catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les gens, où ils vivent. On regardait des déterminants objectifs, mais on ne prenait pas en compte que le social, ce n'était pas que ça. Les groupes dans lesquels les personnes appartiennent sont aussi un support aux gens pour interpréter le monde autour d'eux et guider leur comportement. Une personne qui vit, par exemple, un gay parisien qui vit dans le Marais à Paris n'a pas la même vision, par exemple, de la PrEP qu'une personne hétérosexuelle ou même un gay, mais qui vit à la campagne. Donc, la dimension du social va bien au-delà de simples déterminants. Il faut regarder les contextes d'insertion et de participation sociale. Et c'est ce qu'essaye de faire l'approche psychosociale du risque. Donc, il y a des auteurs comme Pechler qui ont appuyé cette approche en disant qu'on avait besoin d'une conceptualisation du risque VIH comme étant une situation sociale. Premièrement, parce que les comportements sexuels sont des comportements sociaux qui impliquent une interaction sociale entre au moins deux partenaires et que ça implique du coup un partage des émotions, des normes, des connaissances. Et donc on ne peut pas étudier les comportements sexuels de façon individuelle et isolée. Et plus spécifiquement, donc actuellement dans le cadre de la PrEP, la spécificité c'est que la PrEP implique un suivi médical, donc ça accroît l'importance du contexte dans l'approche du risque VIH chez les PrEPeurs. Donc dans ce contexte, dans le cadre de ma thèse, j'ai choisi de mobiliser donc cette approche psychosociale du risque et plus particulièrement d'ancrer donc ma thèse dans la psychologie sociale de la santé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sous-discipline de la psychologie qui regroupe un ensemble de savoirs concernant la santé et la maladie, fondés sur des outils théoriques et méthodologiques qui sont issus de plusieurs disciplines, donc à la fois de plusieurs courants de la psychologie, mais aussi d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Donc sa spécificité, c'est de prendre en compte les différents contextes sociaux et culturels dans lesquels la santé et la maladie sont étudiées. Donc pour illustrer ce que c'est une approche psychosociale, c'est donc essayer d'avoir une lecture dite ternaire des situations. C'est-à-dire que si on veut comprendre le rapport que les HSH peuvent entretenir avec le risque VIH, donc il y a ce premier axe effectivement d'études, mais il faut aussi étudier les rapports que les HSH entretiennent avec toutes les communautés auxquelles ils peuvent appartenir, et le lien que ces communautés, tous ces groupes auxquels ils appartiennent, entretiennent également avec le risque VIH. Et c'est cette articulation de ces trois axes qui pourrait permettre d'avoir une vision plus globale et compréhensive. Qui était donc l'objectif de ma thèse, avoir un éclairage compréhensif de la gestion du risque VIH, des HSH, dans un essai de PrEP. Donc plus spécifiquement, l'approche psychosociale, je l'ai mobilisée à travers un modèle de psychologie sociale, c'est la lecture multiniveau de Doise. Donc cet auteur propose 4 niveaux d'analyse des comportements et des situations pour avoir une vision d'ensemble. Donc les 2 premiers niveaux, c'est les niveaux intra- et interpersonnels. Moi, je les ai étudiés ensemble dans le cadre de ma thèse parce que si on part du principe qu'il y a une interdépendance entre l'individu et le social, je ne pense pas qu'on puisse étudier les perceptions et les attitudes intra-individuelles de façon indépendante. Donc je les ai étudiés ensemble, donc ça s'est traduit concrètement par une contextualisation des comportements sexuels et préventifs et par l'étude de la perception du risque et des facteurs associés. Le niveau 3 de Doise, donc c'est le niveau positionnel qui va étudier l'effet des différentes positions des groupes sociaux dans les situations et dans les comportements. Donc dans le cadre de la thèse, c'est à la fois de ma thèse le contexte d'accès à la PrEP. Donc je vais vous présenter après l'essai ANRS Hypergay, mais c'était donc un essai clinique et communautaire, donc c'est déjà un premier contexte spécifique d'étude. Et aussi ce qui a pu donc influencer les 2 premiers niveaux, c'est la relation qu'ont pu entretenir les participants, donc les PrEPeurs de l'essai, avec l'accompagnement qui était associé à la PrEP, à savoir qu'ils étaient donc en contact avec des médecins et des accompagnateurs communautaires. Et le dernier niveau, le niveau idéologique, donc l'idée c'est après de replacer ce qui est observé dans ces 3 premiers niveaux dans un contexte beaucoup plus macro qui prend en compte les normes, les lois et la place des différents groupes sociaux dans la société et les relations de pouvoir qui en découlent.
Donc pour répondre à cette problématique, j'ai réalisé 5 études que je vais vous présenter brièvement. Mais avant, je vais vous détailler le contexte empirique de la thèse, donc l'essai NRS hypergay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un essai randomisé en double aveugle pendant les 2 premières années, avec un bras placebo et un bras PrEP à la demande. Les participants étaient quasiment tous des HSH séronégatifs. Le principal critère d'inclusion au niveau socio-comportemental, c'était d'avoir rapporté au moins 2 rapports anneaux avec des partenaires différents dans les 6 mois précédant l'inclusion. En France, il y avait plusieurs sites d'études, il y avait Paris, Lyon, 2 à Paris, Nantes, Lille et Nice, et un dernier site à Montréal. Donc pendant 2 ans, les participants étaient randomisés en double aveugle, et après, en 2014, les résultats de l'efficacité de la PrEP à la demande ont été publiés, et comme ils étaient très bons, il y a eu une suppression du bras placebo, et l'essai a continué pendant encore 2 ans, mais en phase ouverte avec tous les participants qui avaient un accès à la PrEP. Pendant toute la durée de l'essai, les participants avaient un suivi médical qui incluait un dépistage VIH, IST et un soutien à l'adhérence à la PrEP, et un suivi communautaire. Donc il y avait des accompagnateurs communautaires de l'association AIDS qui ont participé à l'essai, qui étaient présents dans les services hospitaliers et qui réalisaient des séances de counseling communautaire avec les participants après leur rendez-vous médical. Donc c'était surtout pour faire du soutien à l'adhérence à la PrEP, mais aussi de façon générale sur les stratégies de réduction des risques. Et ces accompagnateurs étaient disponibles tout le temps en dehors des rendez-vous de l'essai, par téléphone, chat, réseaux sociaux, en cas de besoin. Et lors de ces rendez-vous, les participants avaient aussi accès à du matériel de prévention, donc gel, préservatif, matériel d'injection. Il y a eu plusieurs recueils de données en sciences humaines et sociales pendant toute la durée de l'essai. Dans le cadre de la thèse, donc, je me suis servi du questionnaire socio-comportemental qui était rempli par les participants tous les 2 mois pendant les 4 années, et des entretiens qualitatifs individuels réalisés avec les médecins. Tous les autres corpus qualitatifs relatifs aux participants ont été étudiés dans une seule étude en collaboration avec une ingénieure de recherche de Marie Préau à Lyon qui travaillait spécifiquement sur ces corpus. Donc une rapide description des participants à baseline. Donc il y avait presque 75% qui avaient un diplôme supérieur au bac et 85% qui avaient un emploi. Donc c'était une population active et très éduquée. On voit qu'un peu plus de la moitié à peu près de l'échantillon a déjà vécu un épisode dépressif, que ce soit au cours des 12 mois avant l'inclusion dans l'essai ou au cours de leur vie. Et concernant leur comportement sexuel, donc, ils ont une moyenne de rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines d'environ 12,5 et une moyenne de partenaires sexuels au cours des 2 derniers mois de 11,3. Donc, la première étude de ma thèse consistait à étudier comment les HSH ont adapté leur gestion du risque au contexte, c'est-à-dire concrètement quels ont été leurs comportements sexuels et leurs comportements de prévention dans la phase aveugle de l'essai, quand ils ne savaient pas encore s'ils prenaient la PrEP ou non et si c'était efficace, et ensuite quand on a supprimé le bras placebo, qu'ils avaient accès aux médicaments, qu'ils savaient que c'était efficace. Est-ce que ça a entraîné un changement dans leur comportement ? Donc c'était une analyse longitudinale et quantitative, donc à l'aide des modèles GE. On a mesuré plusieurs outcomes pour étudier ça, donc le nombre de partenaires sexuels, le nombre de partenaires. Et après, plus spécifiquement, au cours du dernier rapport sexuel, on a regardé le type de partenaire. Est-ce que c'était un partenaire principal, un partenaire occasionnel connu, inconnu, ou est-ce qu'il y avait plusieurs partenaires ? S'il y avait une utilisation ou non du préservatif pour un rapport anal ? Est-ce qu'il y avait une consommation ou non de drogue récréative ou d'alcool pendant l'acte ? Est-ce qu'il y a eu une utilisation combinée de la PrEP et du préservatif ? Donc est-ce qu'il y avait les deux ? Est-ce qu'il n'y avait aucun ? Est-ce qu'il n'y avait que la PrEP ? Est-ce qu'il n'y avait que le préservatif ? Et comment la PrEP a été utilisée ? Est-ce qu'elle a été prise de façon correcte, donc selon le protocole, de façon sous-optimale, donc ils l'ont prise mais pas exactement comme c'était prévu, ou pas prise du tout ? Et nos variables explicatives, donc c'est le temps variable continue pendant les 4 années de l'essai, le contexte, donc est-ce que phase aveugle, phase ouverte, pour voir s'il y a un changement quand on change de phase, et l'interaction du temps avec les phases. Donc je vais vous présenter les principaux résultats. Donc on voit qu'il y a une légère diminution du nombre de partenaires sexuels au cours des 2 derniers mois entre la phase aveugle et la phase ouverte. Donc quand on a supprimé le bras placebo, ça a entraîné une petite diminution du nombre de partenaires. Concernant le nombre de rapports, il n'y a aucune différence significative, que ce soit au cours du temps, au cours des phases, on n'a rien observé de changeant.
alors pas suite au changement entre les deux phases, mais au cours de la phase ouverte, au cours du temps, on a observé qu'il y avait une augmentation des rapports anaux sans préservatif. Concernant l'utilisation de la PrEP, on voit que le changement de phase a entraîné une augmentation de la proportion de participants qui prenaient la PrEP de façon sous-optimale par rapport à ceux qui ne la prenaient pas. Donc concrètement, en phase ouverte, il y a moins de personnes qui ne prennent pas la PrEP et plus qui la prennent de façon sous-optimale. Donc il y a une amélioration de l'adhésion au protocole de la PrEP suite à la suppression du bras placebo. Et pour tous les autres indicateurs, il n'y a aucun changement significatif dans l'essai. Donc dans cette étude, on a vu une amélioration de l'adhésion à la PrEP en phase ouverte et aussi les indicateurs comportementaux qui ne nous montrent pas vraiment de signes de compensation du risque parce que les comportements sexuels restent stables, ils n'évoluent pas, il y a même une petite diminution du nombre de partenaires sexuels. Par contre, on a quand même observé une augmentation des rapports sexuels sans préservatif dans une population qui l'étudiait déjà très peu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été recrutés dans l'essai. Il y a eu une étude sur l'équipe clinique qui travaille sur l'essai qui a montré qu'il n'y avait aucune augmentation du nombre d'IST en phase ouverte par rapport à la phase aveugle. Donc ça va aussi dans le sens d'une absence de prise de risque supplémentaire en phase ouverte. Dans cette étude, on a fait le choix, pour étudier les rapports sexuels, de prendre un ensemble d'indicateurs, parce que dans la littérature, très souvent, quand on veut étudier la compensation du risque, ils prennent que l'utilisation du préservatif, voire le nombre de partenaires comme point de référence. Et en fait, pour avoir une vision plus globale, nous, on a choisi d'en prendre plus pour justement ne pas conclure à une augmentation des comportements à risque uniquement basée sur l'utilisation du préservatif, alors que quand on prend une vision plus globale sur d'autres indicateurs, on voit qu'en fait, il n'y a pas de changement, que la situation n'est pas du tout inquiétante. Donc il y a plutôt une intégration positive de la PrEP chez les HSH de l'essai. Par contre, cette étude ne nous montre pas quels facteurs permettent d'influencer donc cette adhésion à la PrEP. Donc c'est vrai que en sciences humaines et sociales, un des facteurs principaux qu'on étudie pour comprendre les comportements à risque, c'est la perception du risque. C'est pourquoi cette deuxième étude donc, était centrée là-dessus. Donc ce coup-ci, c'était uniquement dans la phase ouverte de l'essai qu'on a étudié la perception du risque pour ne pas avoir le biais du bras placebo dans l'évaluation du risque. Donc on a étudié plusieurs choses. D'une part, comment la perception du risque évolue dans la phase ouverte, les facteurs associés et quel est le lien entre cette perception du risque et l'utilisation de la PrEP et du préservatif. Donc c'était une analyse donc, longitudinale et quantitative. Donc on a utilisé un modèle de trajectoire pour nos principaux outcomes, donc perception du risque, qui était une variable continue. On demandait aux participants le niveau de risque par rapport au VIH qu'ils pensaient avoir pris au cours de leur dernier rapport sexuel sur une échelle qui va de 1 à 10. Donc l'utilisation de la PrEP et du préservatif. Donc le modèle de trajectoire, ça permet de regrouper des participants aux comportements similaires au cours du temps. On a fait un modèle multivarié pour identifier à l'intérieur de chaque trajectoire quels sont les facteurs associés à la perception du risque. Et enfin, on a fait un modèle de trajectoire joint pour étudier les proportions d'utilisation de la PrEP et du préservatif en fonction de la trajectoire de perception du risque auquel les participants appartenaient. Donc, le modèle a identifié 3 trajectoires de perception du risque différentes. Donc, une trajectoire de perception faible avec une majorité de participants, 60%, et une moyenne de perception du risque d'à peu près 2,5%. Une trajectoire perception du risque modérée avec 30% de notre échantillon et une moyenne de perception du risque d'environ 5%. Et une trajectoire perception du risque élevée avec 8% de notre échantillon et une moyenne de perception du risque autour de 8%. On a comparé les caractéristiques des participants à l'intérieur de ces 3 trajectoires pour voir s'il y avait des différences. Les seules différences significatives qu'on a observées, c'est qu'au plus les participants ont un nombre de partenaires sexuels élevé, au plus ils sont dans une trajectoire de perception du risque élevée. Donc dans la trajectoire faible, il y a moins de partenaires sexuels que dans la trajectoire modérée, que dans la trajectoire élevée. Et au niveau de la consommation de drogues récréatives au cours des 12 derniers mois, il y en a moins dans la trajectoire de perception du risque faible par rapport aux 2 autres. Sinon, sur toutes les autres variables, c'était des profils similaires. Quand on regarde les facteurs associés aux trajectoires de perception du risque, donc les facteurs qui expliquent que dans chaque trajectoire, par moment, la perception du risque monte ou descend.
on peut voir qu'un nombre élevé de partenaires sexuels au cours des 2 derniers mois fait augmenter la perception du risque à l'intérieur de chaque trajectoire. De même, pour la position réceptive pendant le dernier rapport sexuel, ça fait augmenter la perception du risque dans toutes les trajectoires. La consommation d'alcool en contexte sexuel est un facteur d'une perception du risque plus élevée, uniquement dans la trajectoire de perception du risque faible. Et la consommation de drogues récréatives a donc des effets assez contradictoires sur la perception du risque, c'est-à-dire que pour les trajectoires de faible perception du risque et de perception modérée, c'est un facteur de prise de risque supplémentaire. La perception du risque augmente lorsqu'ils consomment des drogues, alors que chez les participants qui ont tendance à percevoir toujours un niveau de risque élevé, quand ils consomment des drogues, ça fait diminuer leur perception du risque. Au niveau des trajectoires d'adhésion à la PrEP et du préservatif, pour la PrEP, on voit donc 2 trajectoires. Une avec d'utilisation quasiment systématique de la PrEP, qui regroupe 70% de notre échantillon avec une probabilité d'utilisation quasi maximale. Et une deuxième trajectoire d'adhérence non systématique, avec environ 30% de l'échantillon. Pour le préservatif, on a aussi 2 trajectoires. Une trajectoire d'utilisation faible avec 60% de notre échantillon et une probabilité d'utilisation entre 0,1 et 0,2, donc très faible. Et une trajectoire d'utilisation dite haute avec 40% de notre échantillon et une probabilité d'utilisation entre 0,6 et 0,4, ce n'est pas non plus très très élevé. Par contre, quand on regarde les proportions d'utilisation de la PrEP et du préservatif en fonction des trajectoires, donc on peut voir ici pour la PrEP qu'au plus la perception du risque augmente, au plus l'utilisation de la PrEP est élevée. Avec une utilisation, dans la trajectoire de perception du risque élevée, absolument tous les participants appartiennent à la trajectoire d'utilisation systématique de la PrEP. Par contre, pour le préservatif, on n'observe pas cette relation. Au contraire, au plus ils perçoivent du risque, au moins ils utilisent le préservatif. Avec effectivement, donc encore une fois, parce que c'est les mêmes, donc ceux qui perçoivent le plus de risques utilisent systématiquement la PrEP et appartiennent aussi tous à la trajectoire de faible utilisation du préservatif. Donc ils ne l'utilisent pas jamais, mais ils l'utilisent faiblement. Donc dans cette étude, on a vu que la plupart des participants avaient une faible perception du risque et surtout que la consommation de drogue n'avait pas les mêmes effets sur la perception du risque en fonction des participants. L'hypothèse, c'est que dans la trajectoire de perception du risque élevée, la consommation de drogue pourrait être une stratégie de coping pour eux qui leur permettrait d'avoir des rapports sexuels sans être inquiets d'une infection VIH. Alors que pour les autres trajectoires, ça représenterait une prise de risque supplémentaire. On voit que l'environnement dans lequel le rapport sexuel a lieu influence aussi la perception du risque, avec les lieux extérieurs au domicile, donc ni chez le partenaire, ni chez soi, ni à l'hôtel, mais plutôt dans des lieux extérieurs de drague, sont associés à une plus grande perception du risque. Donc il faut quand même être vigilant que ça n'altère pas l'adhésion à la PrEP quand les rapports sexuels ont lieu donc dans un lieu plus privé. Et pour essayer de comprendre pourquoi la perception du risque impacte positivement la PrEP et non le préservatif, les pistes d'explication qu'on peut proposer, c'est que les modèles de prédiction des comportements, même si on a vu qu'ils avaient de nombreuses limites, ont beaucoup étudié l'utilisation du préservatif et ont quand même identifié d'autres facteurs qui peuvent influencer son utilisation, comme les normes sociales et subjectives des groupes auxquels appartiennent les participants, le contrôle comportemental perçu, donc est-ce que les gens se sentent capables ou non de négocier le préservatif pendant l'acte avec leur partenaire, par exemple, et les attitudes et les intentions d'utilisation. Donc l'hypothèse, c'est que certains de ces facteurs seraient plus influents que la perception du risque sur l'utilisation du préservatif. L'hypothèse aussi, c'est que la PrEP est moins soumise à cet ensemble de facteurs, car contrairement au préservatif, déjà c'est un acte individuel qui ne nécessite pas l'adhésion du partenaire, qui n'intervient pas pendant l'acte, parce que c'est quelque chose qui est anticipé, qui se fait avant dans un cadre privé, et ce n'est pas non plus obligatoire de révéler qu'on est sous PrEP. Donc peut-être que quand on lève toutes ces barrières, la relation entre perception du risque et comportement d'adhésion est un peu plus linéaire. Et enfin, il y a plusieurs études qui ont montré que le préservatif pouvait être associé à une baisse du plaisir ou de l'intimité avec le partenaire, donc ça peut aussi expliquer son recours moins systématique. Donc, dans ces 2 premières études, on a vu premièrement que la PrEP semble être un moyen de prévention plus adapté à la vie sexuelle des participants, avec environ 75% des rapports sexuels qui sont protégés par la PrEP durant l'essai, contre entre 30 et 40% par le préservatif,
qu'il y avait un lien fort donc, entre perception du risque et adhésion à la PrEP, et que le contexte, les comportements sexuels et les variables psychosociales étaient des éléments clés dans l'évaluation des risques. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté l'approche psychosociale, et dans cette approche, on ne peut pas dissocier le contexte des comportements. Et dans le cadre de cette thèse, un des éléments contextuels à également prendre en compte, c'est l'accompagnement qui était dispensé avec la PrEP. Donc, d'autant plus que la PrEP est soumise à prescription médicale, que ce soit dans l'essai hypergay ou dans la vraie vie. Donc ça implique une nouvelle forme de relation patient-médecin basée sur les prises de risques. Jusqu'à présent, la relation patient-médecin, elle a surtout été pensée dans le cadre de la maladie. On a très peu de points de comparaison avec d'autres outils biomédicaux de prévention qui nécessitent un suivi régulier avec un médecin, à part la pilule contraceptive, mais qui n'est pas documentée dans la littérature sur ce point. Donc, est-ce qu'on peut transférer l'état des connaissances dans le champ de la thérapeutique à la prévention ? Il y a déjà des auteurs qui ont une moyenne de partenaires sexuels au cours des 2 derniers mois de 11,3. Donc, la première étude de ma thèse consistait à étudier comment les HSH ont adapté leur gestion du risque au contexte, c'est-à-dire concrètement quels ont été leurs comportements sexuels et leurs comportements de prévention dans la phase aveugle de l'essai, quand ils ne savaient pas encore s'ils prenaient la PrEP ou non et si c'était efficace, et ensuite quand on a supprimé le bras placebo, qu'ils avaient accès aux médicaments, qu'ils savaient que c'était efficace. Est-ce que ça a entraîné un changement dans leur comportement ? Donc c'était une analyse longitudinale et quantitative, donc à l'aide des modèles GE. On a mesuré plusieurs outcomes pour étudier ça, donc le nombre de partenaires sexuels, le nombre de partenaires. Et après, plus spécifiquement, au cours du dernier rapport sexuel, on a regardé le type de partenaire. Est-ce que c'était un partenaire principal, un partenaire occasionnel connu, inconnu, ou est-ce qu'il y avait plusieurs partenaires ? S'il y avait une utilisation ou non du préservatif pour un rapport anal ? Est-ce qu'il y avait une consommation ou non de drogue récréative ou d'alcool pendant l'acte ? Est-ce qu'il y a eu une utilisation combinée de la PrEP et du préservatif ? Donc est-ce qu'il y avait les deux ? Est-ce qu'il n'y avait aucun ? Est-ce qu'il n'y avait que la PrEP ? Est-ce qu'il n'y avait que le préservatif ? Et comment la PrEP a été utilisée ? Est-ce qu'elle a été prise de façon correcte, donc selon le protocole, de façon sous-optimale, donc ils l'ont prise mais pas exactement comme c'était prévu, ou pas prise du tout ? Et nos variables explicatives, donc c'est le temps, variable continue pendant les 4 années de l'essai, le contexte, donc est-ce que phase aveugle, phase ouverte, pour voir s'il y a un changement quand on change de phase, et l'interaction du temps avec les phases. Donc je vais vous présenter les principaux résultats. Donc, on voit qu'il y a une légère diminution du nombre de partenaires sexuels au cours des 2 derniers mois entre la phase aveugle et la phase ouverte. Donc, quand on a supprimé le bras placebo, ça a entraîné une petite diminution du nombre de partenaires. Concernant le nombre de rapports, il n'y a aucune différence significative, que ce soit au cours du temps, au cours des phases, on n'a rien observé de changeant. Alors pas suite au changement entre les 2 phases, mais au cours de la phase ouverte, au cours du temps, on a observé qu'il y avait une augmentation des rapports anaux sans préservatif. Concernant l'utilisation de la PrEP, on voit que le changement de phase a entraîné une augmentation de la proportion de participants qui prenaient la PrEP de façon sous-optimale par rapport à ceux qui ne la prenaient pas. Donc concrètement, en phase ouverte, il y a moins de personnes qui ne prennent pas la PrEP et plus qui la prennent de façon sous-optimale. Donc il y a une amélioration de l'adhésion au protocole de la PrEP suite à la suppression du bras placebo. Et pour tous les autres indicateurs, il n'y a aucun changement significatif dans l'essai. Donc dans cette étude, on a vu une amélioration de l'adhésion à la PrEP en phase ouverte et aussi les indicateurs comportementaux qui ne nous montrent pas vraiment de signes de compensation du risque parce que les comportements sexuels restent stables, ils n'évoluent pas, il y a même une petite diminution du nombre de partenaires sexuels. Par contre, on a quand même observé une augmentation des rapports sexuels sans préservatif dans une population qui l'étudiait déjà très peu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été recrutés dans l'essai. Il y a eu une étude sur l'équipe clinique qui travaille sur l'essai qui a montré qu'il n'y avait aucune augmentation du nombre d'IST en phase ouverte par rapport à la phase aveugle. Donc ça va aussi dans le sens d'une absence de prise de risque supplémentaire en phase ouverte. Dans cette étude, on a fait le choix, pour étudier les rapports sexuels, de prendre un ensemble d'indicateurs, parce que dans la littérature, très souvent, quand on veut étudier la compensation du risque, ils prennent que l'utilisation du préservatif, voire le nombre de partenaires comme point de référence. Et en fait, pour avoir une vision plus globale, nous, on a choisi d'en prendre plus pour justement ne pas conclure à une augmentation des comportements à risque uniquement basée sur l'utilisation du préservatif, alors que quand on prend une vision plus globale sur
d'autres indicateurs, on voit qu'en fait, il n'y a pas de changement, que la situation n'est pas du tout inquiétante. Donc, il y a plutôt une intégration positive de la PrEP chez les HSH de l'essai. Par contre, cette étude ne nous montre pas quels facteurs permettent d'influencer donc cette adhésion à la PrEP. Donc, c'est vrai que en sciences humaines et sociales, un des facteurs principaux qu'on étudie pour comprendre les comportements à risque, c'est la perception du risque. C'est pourquoi cette deuxième étude donc, était centrée là-dessus. Donc, ce coup-ci, c'était uniquement dans la phase ouverte de l'essai qu'on a étudié la perception du risque, pour ne pas avoir le biais du bras placebo dans l'évaluation du risque. Donc, on a étudié plusieurs choses. D'une part, comment la perception du risque évolue dans la phase ouverte, les facteurs associés, et quel est le lien entre cette perception du risque et l'utilisation de la PrEP et du préservatif. Donc, c'était une analyse donc, longitudinale et quantitative. Donc, on a utilisé un modèle de trajectoire pour nos principaux outcomes, donc perception du risque, qui était une variable continue. On demandait aux participants le niveau de risque par rapport au VIH qu'ils pensaient avoir pris au cours de leur dernier rapport sexuel sur une échelle qui va de 1 à 10. Donc l'utilisation de la PrEP et du préservatif. Donc le modèle de trajectoire, ça permet de regrouper des participants aux comportements similaires au cours du temps. On a fait un modèle multivarié pour identifier à l'intérieur de chaque trajectoire quels sont les facteurs associés à la perception du risque. Et enfin, on a fait un modèle de trajectoire joint pour étudier les proportions d'utilisation de la PrEP et du préservatif en fonction de la trajectoire de perception du risque auquel les participants appartenaient. Donc, le modèle a identifié 3 trajectoires de perception du risque différentes. Donc, une trajectoire de perception faible avec une majorité de participants, 60%, et une moyenne de perception du risque d'à peu près 2,5. Une trajectoire perception du risque modérée avec 30% de notre échantillon et une moyenne de perception du risque d'environ 5. Et une trajectoire perception du risque élevée avec 8% de notre échantillon et une moyenne de perception du risque autour de 8. On a comparé les caractéristiques des participants à l'intérieur de ces 3 trajectoires pour voir s'il y avait des différences. Les seules différences significatives qu'on a observées, c'est qu'au plus les participants ont un nombre de partenaires sexuels élevé, au plus ils sont dans une trajectoire de perception du risque élevée. Donc dans la trajectoire faible, il y a moins de partenaires sexuels que dans la trajectoire modérée, que dans la trajectoire élevée. Et au niveau de la consommation de drogues récréatives au cours des 12 derniers mois, il y en a moins dans la trajectoire de perception du risque faible par rapport aux 2 autres. Sinon, sur toutes les autres variables, c'était des profils similaires. Quand on regarde les facteurs associés aux trajectoires de perception du risque, donc les facteurs qui expliquent que dans chaque trajectoire, par moment, la perception du risque monte ou descend. On peut voir qu'un nombre élevé de partenaires sexuels au cours des 2 derniers mois fait augmenter la perception du risque à l'intérieur de chaque trajectoire. De même, pour la position réceptive pendant le dernier rapport sexuel, ça fait augmenter la perception du risque dans toutes les trajectoires. La consommation d'alcool en contexte sexuel est un facteur d'une perception du risque plus élevée, uniquement dans la trajectoire de perception du risque faible. Et la consommation de drogues récréatives a donc des effets assez contradictoires sur la perception du risque, c'est-à-dire que pour les trajectoires de faible perception du risque et de perception modérée, c'est un facteur de prise de risque supplémentaire. La perception du risque augmente lorsqu'ils consomment des drogues, alors que chez les participants qui ont tendance à percevoir toujours un niveau de risque élevé, quand ils consomment des drogues, ça fait diminuer leur perception du risque. Au niveau des trajectoires d'adhésion à la PrEP et du préservatif, pour la PrEP, on voit donc 2 trajectoires. Une avec d'utilisation quasiment systématique de la PrEP, qui regroupe 70% de notre échantillon avec une probabilité d'utilisation quasi maximale. Et une deuxième trajectoire d'adhérence non systématique, avec environ 30% de l'échantillon. Pour le préservatif, on a aussi 2 trajectoires. Une trajectoire d'utilisation faible avec 60% de notre échantillon et une probabilité d'utilisation entre 0,1 et 0,2, donc très faible. Et une trajectoire d'utilisation dite haute avec 40% de notre échantillon et une probabilité d'utilisation entre 0,6 et 0,4, ce n'est pas non plus très très élevé. Par contre, quand on regarde les proportions d'utilisation de la PrEP et du préservatif en fonction des trajectoires, donc on peut voir ici pour la PrEP qu'au plus la perception du risque augmente, au plus l'utilisation de la PrEP est élevée. Avec une utilisation, dans la trajectoire de perception du risque élevée, absolument tous les participants appartiennent à la trajectoire d'utilisation systématique de la PrEP.
Par contre, pour le préservatif, on n'observe pas cette relation. Au contraire, au plus ils perçoivent du risque, au moins ils utilisent le préservatif. Avec effectivement, donc encore une fois, parce que c'est les mêmes, donc ceux qui perçoivent le plus de risques utilisent systématiquement la PrEP et appartiennent aussi tous à la trajectoire de faible utilisation du préservatif. Donc ils ne l'utilisent pas jamais, mais ils l'utilisent faiblement. Donc dans cette étude, on a vu que la plupart des participants avaient une faible perception du risque et surtout que la consommation de drogue n'avait pas les mêmes effets sur la perception du risque en fonction des participants. L'hypothèse, c'est que dans la trajectoire de perception du risque élevée, la consommation de drogue pourrait être une stratégie de coping pour eux qui leur permettrait d'avoir des rapports sexuels sans être inquiets d'une infection VIH. Alors que pour les autres trajectoires, ça représenterait une prise de risque supplémentaire. On voit que l'environnement dans lequel le rapport sexuel a lieu influence aussi la perception du risque, avec les lieux extérieurs au domicile, donc ni chez le partenaire, ni chez soi, ni à l'hôtel, mais plutôt dans des lieux extérieurs de drague, sont associés à une plus grande perception du risque. Donc il faut quand même être vigilant que ça n'altère pas l'adhésion à la PrEP quand les rapports sexuels ont lieu donc dans un lieu plus privé. Et pour essayer de comprendre pourquoi la perception du risque impacte positivement la PrEP et non le préservatif, les pistes d'explication qu'on peut proposer, c'est que les modèles de prédiction des comportements, même si on a vu qu'ils avaient de nombreuses limites, ont beaucoup étudié l'utilisation du préservatif et ont quand même identifié d'autres facteurs qui peuvent influencer son utilisation, comme les normes sociales et subjectives des groupes auxquels appartiennent les participants, le contrôle comportemental perçu, donc est-ce que les gens se sentent capables ou non de négocier le préservatif pendant l'acte avec leur partenaire, par exemple, et les attitudes et les intentions d'utilisation. Donc l'hypothèse, c'est que certains de ces facteurs seraient plus influents que la perception du risque sur l'utilisation du préservatif. L'hypothèse aussi, c'est que la PrEP est moins soumise à cet ensemble de facteurs, car contrairement au préservatif, déjà c'est un acte individuel qui ne nécessite pas l'adhésion du partenaire, qui n'intervient pas pendant l'acte, parce que c'est quelque chose qui est anticipé, qui se fait avant dans un cadre privé, et ce n'est pas non plus obligatoire de révéler qu'on est sous PrEP. Donc peut-être que quand on lève toutes ces barrières, la relation entre perception du risque et comportement d'adhésion est un peu plus linéaire. Et enfin, il y a plusieurs études qui ont montré que le préservatif pouvait être associé à une baisse du plaisir ou de l'intimité avec le partenaire, donc ça peut aussi expliquer son recours moins systématique. Donc, dans ces deux premières études, on a vu premièrement que la PrEP semble être un moyen de prévention plus adapté à la vie sexuelle des participants, avec environ 75% des rapports sexuels qui sont protégés par la PrEP durant l'essai, contre entre 30 et 40% par le préservatif, qu'il y avait un lien fort donc, entre perception du risque et adhésion à la PrEP, et que le contexte, les comportements sexuels et les variables psychosociales étaient des éléments clés dans l'évaluation des risques. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté donc, l'approche psychosociale, et dans cette approche, on ne peut pas dissocier le contexte des comportements. Et dans le cadre de cette thèse, un des éléments contextuels à également prendre en compte, c'est l'accompagnement qui était dispensé avec la PrEP. Donc, d'autant plus que donc, la PrEP est soumise à prescription médicale, que ce soit dans l'essai hypergay ou dans la vraie vie. Donc ça implique une nouvelle forme de relation patient-médecin basée sur les prises de risques. Jusqu'à présent, la relation patient-médecin, elle a surtout été pensée dans le cadre de la maladie. On a très peu de points de comparaison avec d'autres outils biomédicaux de prévention qui nécessitent un suivi régulier avec un médecin, à part la pilule contraceptive, mais qui n'est pas documentée dans la littérature sur ce point. Donc, est-ce qu'on peut transférer l'état des connaissances dans le champ de la thérapeutique à la prévention ? Il y a déjà des auteurs qui ont souligné que les médecins rencontraient des difficultés pour parler des pratiques sexuelles et de l'orientation sexuelle avec leurs patients. À noter que dans le cas de l'essai, il y a eu une seule infection en phase ouverte avec un participant qui avait arrêté de prendre sa PrEP avec son partenaire principal parce qu'il le pensait négatif. Il n'y en a eu qu'un seul. Donc pour le reste, les participants ont quand même l'air d'avoir plutôt bien évalué. Cette étude montre aussi un manque de confiance dans le TASP, donc c'est-à-dire que les personnes séropositives sous traitement avec une charge virale indétectable ne transmettent plus le virus. On pensait que on s'attendait à ce que ça soit un des facteurs associés justement au rapport non protégé par la PrEP ou le préservatif, et en fait non, c'est un facteur qui augmente la probabilité justement de ne pas avoir des rapports non protégés. Et aussi donc on a vu des problématiques de santé mentale comme le vécu d'un épisode dépressif et une consommation d'alcool en contexte sexuel qui peut fragiliser le recours aux stratégies de prévention. Donc ça vient souligner encore une fois le besoin d'une approche personnalisée et holistique donc de la population HSH, mais de toute personne, quand on met en place un programme de prévention.
Et si on essaye de mettre un petit peu en perspective tous les niveaux d'analyse, les différents niveaux d'analyse qu'on a pu voir donc, à travers ces 5 études et le modèle de Doise, on peut voir qu'au niveau de la gestion individuelle du risque VIH, donc les 2 premiers niveaux que je vous avais montrés, qu'il y avait un lien fort entre le contexte et les comportements sexuels, qu'il n'y avait pas de profil de personnes à risque, donc ça n'a pas d'intérêt effectivement d'étudier les comportements de façon isolée. On a pu voir aussi l'effet des différents statuts sociaux dans les dynamiques relationnelles de l'essai, parce que du coup, les résultats qu'on a pu observer au niveau des comportements dans l'essai, ils ne sont pas généralisables à ce qu'on peut s'attendre à voir avec la PrEP dans la vraie vie. Parce que donc on était dans un essai clinique et communautaire, et le triangle relationnel que ça impliquait, donc médecins, accompagnateurs, participants, a mis en contact des groupes sociaux qui dans la vraie vie n'ont pas les mêmes positions et le même pouvoir. Et ces enjeux de pouvoir ont été reconfigurés au sein de l'essai. Déjà, quand l'essai Hyperga a démarré, les médecins ont du mal à recruter. Donc, les participants qui sont arrivés, ils avaient quand même plutôt intérêt à les chouchouter pour pas qu'ils partent, parce qu'ils en avaient besoin pour leur recherche. En plus, la PrEP, c'est un objet assez particulier. Avant que l'essai commence, il y avait une demande d'évaluation de la PrEP qui avait été déposée à la NSM, mais pas à l'initiative d'un groupe de médecins, mais c'était à l'initiative de AIDS. Donc, c'était déjà la société civile et associative qui s'était emparée de ce moyen de prévention et qui essayait de l'amener en France et de l'amener dans le champ de la médecine. Donc c'est déjà une façon un peu différente d'habitude de procéder. Et du coup, les participants qui sont rentrés dans l'essai avaient aussi une forte dimension associative et militante qui ne se serait pas satisfait d'une posture passive et d'une relation, par exemple, paternaliste avec les médecins. Que d'ailleurs, on a observé que effectivement que ce n'était pas le cas. Donc ce contexte a forcément influencé les résultats et les comportements qu'on a pu observer. Donc c'est important à prendre en compte, surtout si on essaie d'en tirer des pistes pour l'implémentation de la PrEP en milieu réel. Et si on replace les résultats de toutes ces études dans un contexte sociétal un peu plus macro, dans le cas de la France, donc il y a déjà cette dimension que la PrEP est quand même arrivée en France par les associations. Et on voit aussi que il y a plusieurs études maintenant qui montrent au niveau international que les PrEPers sont stigmatisés, qu'on les considère comme des personnes qui prennent beaucoup de risques ou qui ont des mœurs très légères ou qui mentent leur statut sérologique. Et une des conséquences habituelles du stigmate, c'est justement d'avoir un moindre recours aux stratégies de prévention et de développer des comportements à risque. Et nous, ce n'est pas ce qu'on a observé dans l'essai. Donc c'est bien que une des hypothèses, c'est que ce cadre un peu de cocon qui a été mis en place avec l'accompagnement médical et communautaire a peut-être pu protéger un peu de ce stigmate les participants parce qu'on n'a pas observé les conséquences du stigmate dans leur comportement qu'on a pu observer par ailleurs dans d'autres contextes. Et une conclusion un peu plus disciplinaire, c'est que du coup, l'articulation des différents niveaux d'explication confirme la pertinence de mobiliser une lecture ternaire, donc le petit triangle que je vous avais montré, de la gestion du risque VIH, si on veut tenir compte de l'interdépendance de l'individuel et du social. Si on avait étudié que l'axe HSH, gestion du risque, VIH, on n'aurait pas pu avoir une vision plus globale de comment ces comportements-là avaient pu être mis en place ou pas. Et ça pose aussi la question d'aller peut-être vers une psychologie sociale de la situation. Comme on voit que les comportements sont fortement influencés par le contexte dans lequel ils sont réalisés, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux former et éduquer, accompagner les personnes à gérer et à affronter des situations plutôt que d'essayer de modifier ou de prédire des comportements de façon isolée? Voilà, je vous remercie de votre attention.